Libre penseuse, libre penseur, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach. Ici, Mélanie Aina Rocaveri, coach professionnel et j'accompagne les personnes à réfléchir, à décider et agir, même quand ça semble difficile. Aujourd'hui, dans ce bric-à-brac d'idées, trois bonnes nouvelles à vous annoncer. La première est que nous avons franchi la barre des 100 abonnés. Donc c'est un moment de célébration pour nous et nous vous remercions à vous qui vous êtes abonnés, à vous qui nous regardez et aux personnes qui nous découvrent aussi. La deuxième bonne nouvelle, donc découle de la première, c'est nous avons porté notre choix pour le nom de la communauté qui sera donc libre penseuse, libre penseur, et donc qui va bien avec ce que le nom veut communiquer sur cette chaîne. Et la troisième, donc vous avez peut-être une idée en ayant lu le titre de ce bric-à-brac d'idées, c'est que nous avons avec nous une invitée. Et donc, sans plus attendre, accueillons-la. Bonjour et bienvenue Tiana. Bonjour Mélanie, merci de me recevoir. Je suis ravie de te recevoir et donc on va commencer. Peux peux-tu Tiana te présenter? Oui, tout à fait. Alors moi, je m'appelle Tiana, je suis maman de 2 garçons et je suis experte en parentalité numérique. En fait, j'accompagne les parents de préado-ados, donc qui ont entre 10 et 15 ans et qui se sentent dépassés par les écrans à retrouver la sérénité grâce à une méthode pas à pas et accompagnée. Et donc, j'ai créé pour aider ces parents un compte Instagram et Facebook qui s'appelle Décode le net, qui permet justement de décoder les usages, les plateformes qu'utilisent les ados pour que les parents sachent mieux ce qui se passe. Et j'ai également un programme d'accompagnement complet où on va beaucoup plus loin. D'accord. Eh bien, experte en parentalité, pas c'est un métier moi que je ne connais pas. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce métier-là? Oui, tout à fait. Alors la parentalité numérique, c'est le fait d'accompagner son enfant sur le digital. Et en fait, cette problématique, souvent, elle intervient à partir du moment où l'enfant a un smartphone. C'est pour ça que Mmh. je m'adresse aux parents qui ont des enfants entre 10 et 15 ans, parce que 10 ans, l'entrée au collège est souvent le moment où le parent va équiper l'enfant d'un smartphone. Et souvent, le parent, il va donner le smartphone à l'enfant, mais il va pas forcément lui expliquer comment ça marche, où sont les dangers, ce à quoi il Mmh. faut faire attention, parce que finalement, on a l'impression que la vie digitale, c'est pas, voilà, c'est pas, ça prend tout seul. Mmh. Et en fait, ils se rendent compte très rapidement qu'il y a des dérives, que les conflits arrivent, que les tensions naissent. Et c'est là où parfois ça rend les choses compliquées dans la famille. Donc moi, je suis là pour les accompagner là-dedans. D'accord. Moi, quand j'entends donc ce métier-là, il y a une problématique que je vois en particulier, Oui, c'est l'attention. oui, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui avec l'écran, enfin ils ont une f ce qui se passe par exemple sur les réseaux sociaux, TikTok, enfin ou tout enfin, c'est de plus en plus ça captive et puis, c'est par rapport à ce qu'on vit dans la réalité, eh bien, on n'a pas la même façon de traiter les informations, c'est ça captive vraiment et c'est vrai que enfin, moi, je vois déjà des problématiques qui en découlent, c'est-à-dire peut-être, la patience qu'on a, enfin, c'est même pas une patience, c'est on a tout de suite comme ça instantanément et dans la vraie vie, dans la réelle vie, on a, des enjeux différents, un temps, un rythme différent et où les personnes, ils vont pas parler selon un script, selon un certain rythme et même j'imagine à l'école aussi. Le professeur qui bien qu'il va être pédagogue, comment il rivalise comment ils rivalisent avec justement, toutes ces prouesses qu'on voit sur les c'est très réseaux? compliqué. Ouais, ouais, complètement. C'est très compliqué parce que les plateformes en général, il faut bien voir que ça concerne les jeux en ligne comme Roblox, comme Brawl Stars qui sont les plus joués. Ça concerne les plateformes de réseaux sociaux, ça concerne WhatsApp, ça concerne énormément
de plateformes qui, en fait, ont comme objectif que tu passes le plus de temps possible dessus. Et ils ont beau dire que ils font attention aux mineurs, etc. Leur objectif, c'est quand même d'avoir le plus de mineurs pour qu'une fois qu'ils sont majeurs, ils restent sur la plateforme. Donc, il y a un enjeu d'attention et un enjeu aussi financier derrière, parce que plus tu passes de temps sur la plateforme, plus tu vois de la publicité, plus on te connaît parce que tu cliques et puis tu likes et puis tu regardes. Donc, plus on sait ce que t'aimes, plus on peut te pousser de la pub, plus la plateforme gagne de l'argent. Donc, cette volonté de garder l'attention, elle est aussi liée à un modèle économique qui, aujourd'hui, pose problème, mais pour l'instant n'est pas remise en question. Et en fait, l'attention, à force que l'on voit des vidéos très courtes, parce qu'on est concerné aussi, hein, je vois bien quand je fais des vidéos longues, les gens ne regardent plus en entier, ils ont du mal, parce que nous aussi, adultes, on est habitués à ce que ça change rapidement, à ce que ça bouge. Et cette diffragmation de l'attention fait que le fait de devoir attendre quelque chose, ça devient très difficile, ça crée de la frustration et ça devient très difficile à gérer. Tu as tout à fait raison. Et donc les parents le voient bien, quand on leur demande de ranger la chambre, bah, c'est pas très fun, ça donne pas très envie et il n'y a pas de récompense immédiate. Oui. Alors qu'on ouvre TikTok, on scrolle et là, on a des shots de dopamine qui nous permet de se sentir satisfait. On est content, on est bien et donc on a envie que ça continue. Donc c'est un vrai souci, l'attention, et je pense que c'est un souci plus systémique. C'est tout le monde en fait qui est concerné par ce problème-là, et les ados en particulier, parce qu'ils ont d'autant plus de mal à se contrôler que leur cerveau n'est pas encore terminé, pour dire ça un peu simplement, et donc ils n'ont pas cette capacité de contrôle en plus. Et là, par exemple, je vois cette problématique-là. Attention, mais tu as parlé, tu as dit qu'il y avait d'autres choses aussi. Que Peut-être d'autres. l'attention sur les écrans, Oui. il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets. L'attention, c'est, en fait, si tu veux, un des vrais problèmes que les parents me remontent tout le temps, c'est un truc du genre, il est accro, enfin, il ou elle est accro à son téléphone, il ou elle est accro à son écran, parce qu'il n'arrive pas à décrocher. Mais en fait, il n'arrive pas à décrocher parce que ce que je viens d'expliquer. Donc, c'est cette captation de l'attention. En fait, il faut bien voir, quand tu demandes à ton ado d'arrêter ce qu'il est en train de faire sur son écran, il se bat pas contre sa volonté d'arrêter, il se bat aussi contre une armée d'ingénieurs, de neuroscientifiques, de psychologues qui ont fait tout ce qu'il faut et qui ont mis toutes les fonctionnalités pour justement qu'il n'arrête pas. Et c'est là où le parent s'énerve, l'enfant se braque et on se retrouve dans des situations de conflit qui dégénèrent parfois assez loin. Donc moi, je suis là justement pour essayer de dédramatiser les choses, d'essayer de faire comprendre aux parents comment tout ça, ça fonctionne, pour qu'ils aient une autre approche avec leur enfant et qu'ils ne mettent pas la culpabilité de tu n'arrives pas à t'arrêter sur l'enfant, mais qu'ils prennent du recul sur on va travailler ensemble, on va trouver des solutions ensemble pour que ça se passe mieux dans la famille, pas forcément arrêter tous les écrans, parce que j'y crois pas du tout à cette vision de l'interdiction, mais en tout cas de travailler ensemble pour contrer cette armée d'ingénieurs, de neuroscientifiques qui veulent, eux, que tu restes. C'est vrai qu'il y a tout un système et il y a même, enfin, le fait déjà, de scroller, voilà. On scrolle, on scrolle, on scrolle et en fait, par exemple, notre esprit, je pense, il s'attend à ce qu'il y ait une fin. J'avais envie de dire, Oui, c'est comme quand on mâche un chewing-gum. On s'attend qu'à un moment donné, il y a plus et voilà, on jette le chewing-gum, et c'est vrai que sur exactement. le scroll, c'est quelque chose qui est infini et le pire, c'est que plus, en fonction de ce que tu vas regarder, donc eux, ils vont alimenter ça, ils vont te renvoyer des trucs et il y a vraiment ce truc-là, cette, Cette immersion-là bulle, où ouais. j'ai envie de dire, il y a plaisir et finalement peut-être aussi derrière, une douleur aussi peut-être, Complètement, complètement. subtile. Et en fait, si tu veux, ce scroll infini, d'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle le dark pattern. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir designé l'application pour te faire rester le plus longtemps possible. Et en fait, ce principe de scroll infini, surtout sur les vidéos courtes comme les réels sur Instagram, les shorts sur YouTube ou sur les vidéos sur TikTok, c'est le principe des machines à sous. On active dans le cerveau les mêmes systèmes que pour les machines à sous. C'est-à-dire, je joue, peut-être je vais gagner, peut-être je vais pas gagner. Et ça me donne envie de refaire parce que mais j'ai pas gagné, mais je vais peut-être la fois suivante, ça va être le cas. Et sur les vidéos, c'est pareil. Celle-là me plaît pas, celle-là me plaît pas. Ah, celle-là, j'adore. Ah, celle-là me plaît pas, celle-là me plaît pas, celle-là, j'adore. Et à chaque fois qu'on adore, ça nous donne envie d'aller dire, attends, peut-être qu'il y en a une autre que je vais aimer. Et en fait, le fait que ça ne s'arrête jamais pose ce problème de captation de l'attention.
Et ça, c'est un sujet sur lesquels, alors j'ai envie de dire aux États-Unis, j'espère aussi en Europe plus tard, mais qui est noté comme quoi les plateformes, ça fait partie de ce qu'on appelle du coup le dark pattern, et qu'on espère que les plateformes vont travailler là-dessus pour justement faire qu'à un moment ça s'arrête. Mmh. Ne plus laisser ça, en tout cas pour les ados, je ne sais pas pour les adultes ils le feront, en tout cas pour les ados, que ce design-là soit enlevé, comme le design des notifications à outrance ou des choses comme ça qui fait que tu as envie de revenir parce que tu as une notification et donc tu veux aller voir et donc tu retournes sur la plateforme qui est un même système de reviens, passe du temps dessus. Ouais, et tu as parlé de quelque chose d'important tout à l'heure, c'est justement la culpabilité. C'est-à-dire aussi, bah, voilà, on peut culpabiliser aussi, bah, l'adolescent qui, voilà, «Tu paresseux, pourquoi tu ranges pas ta chambre? Et pourquoi Exactement, t'apprends pas? Pourquoi» lui, en fait, il subit, des choses qui le précèdent et où il y a une armée de cerveaux qui ont c'est de ça, cerveaux et bien de sûr, machines aussi. Parce que ce qui est terrible aussi, c'est qu'il y a c'est même plus, des fois les hommes qui produisent des contenus, c'est l'IA qui le fait bien sûr, et qui sait très bien, qui est performante aussi là-dedans. Et tout à fait. moi, j'aimerais bien savoir c'est cet, aspect de culpabilité-là, comment, les adolescents, du coup, ils reçoivent, quand ils voient ton intervention-là, comment ils le réceptionnent, eux, de leur côté? Bah, eux, ils sont contents que quelqu'un parle pour eux quelque part. C'est-à-dire que quelqu'un les accuse pas de justement, bah, «Tu paresseux, pourquoi tu arrives pas à décrocher? Tu es encore sur ton téléphone, c'est n'importe quoi, tu es complètement accro», qui sont, ce que disent parfois les parents sur le coup de l'énervement, mais qui sont très stigmatisants. Donc ils sont contents que justement moi, tu vois, par exemple, le contrôle parental, je suis pour, mais pas complètement. Et donc j'ai des ados qui me disent: «Bah, oui», et ils m'expliquent aussi pourquoi le contrôle parental, ça marche pas. Tout simplement parce que déjà, un, c'est facile à détourner, Mmh. et deux, le mot contrôle, ils aiment pas du tout. Mmh. Faut surtout pas parler de contrôle avec un ado parce que justement, dans son développement, ce qu'il va aller chercher, c'est l'autonomie. Ouais. L'ado, de façon très naturelle, enfin même biologique, instinctive, il se prépare à partir de la maison. Il se prépare à quitter le nid que les parents bien douillés ont fait pendant des années. Et donc lui, il cherche à expérimenter, il cherche l'autonomie, il cherche la reconnaissance des pairs, justement pour préparer ce départ. Mais les parents ont pas du tout conscience de ça et au contraire, ils veulent faire que: «Bah, non, 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 tu restes là, je te protège, tu fais rien du tout, tout est interdit parce que j'ai peur pour toi», et je trouve que c'est très contre-productif ça. Bah, ouais et là, oui, c'est vrai que le mot contrôle parental, il est quand même violent et c'est vrai que, bah, je parle de violent, mais ça viole vraiment carrément la valeur de liberté et que ouais. Exactement, et les ados me disent tous, enfin je c'est pas dur, hein, tu tapes, détourner ou contourner le contrôle parental dans Google, tu as des tutos complets pour le faire. Donc mettre du contrôle parental en disant: «Je mets du contrôle parental parce que quelque part je veux interdire ou contrôler», à l'adolescence, ça passe pas du tout. C'est pas du tout la bonne approche. L'idée est bonne dans le sens où il faut Mmh. protéger parce qu'effectivement à 11-12 ans, ben, tu as pas les mêmes problématiques que tu peux avoir à 13-14, 15-16, 17-18. Donc protéger, d'accord, mais moi je suis plutôt pour une approche inverse, c'est-à-dire tu discutes avec l'ado de qu'est-ce qu'il veut pas, comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il a besoin de faire avec son téléphone, ses écrans, et cetera. Qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qu'il fait pour se divertir, pour parler avec ses amis, connecter. Et puis en fonction de ça, vous posez un cadre et le contrôle parental est là pour maintenir le cadre. Et c'est un outil de dialogue, pas un outil de contrôle typiquement. C'est un outil de dialogue, c'est-à-dire que tu vois ce que fait ton enfant, enfin tu vois pas tout déjà, donc tu ne contrôles pas vraiment. Tu vois par exemple sur quelle application il a passé du temps. Et si tu vois qu'il passe beaucoup de temps sur une application, c'est un outil de dialogue pour dire bah tiens, j'ai vu que tu passes quand même beaucoup de temps sur Instagram, TikTok, Snapchat. Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Enfin, ça Mmh. permet d'amener la discussion. Et c'est pas ah là là, regarde, je t'avais dit que tu n'avais pas passé plus de 30 minutes, tu as passé 35 minutes, c'est quoi cette histoire? T'es puni. Ce qui est le cas de beaucoup de parents en fait, tu vois. Donc, c'est ça mon souci avec le contrôle parental, c'est que je suis Mmh. pas contre, mais il faut le faire correctement, sinon ça ne sert à rien parce que l'ado va le détourner, il va avoir du coup accès à tout sans contrôle, sans protection, et donc quid de l'intérêt? Mmh. Et avec ça, moi je conseille fortement d'avoir une éducation au numérique, c'est-à-dire que le contrôle parental, il permet de
permet de garder le cadre, mais il ne protège pas de tout. Si un adulte se fait passer pour un enfant sur Roblox ou sur Snapchat pour on ne sait quoi faire derrière, eh bien ça, ton enfant, le contrôle parental ne va pas l'aider là-dessus. Donc il y a aussi toute une éducation au numérique pour expliquer aux enfants, et ça sans leur faire peur et sans dramatiser non plus, c'est juste si ça arrive, voilà ce que tu dois faire, parce que sinon, ça ne sert à rien en fait. Ça ne protège pas. Mais là, dans ce que tu dis, moi, je vois que déjà, tous ces enjeux-là, ça pose la question de nous, adultes en tout cas, et les parents aussi, c'est de la réflexion aussi, déjà sur les termes sémantiques aussi, mais aussi de comment on interagit aussi avec l'adolescent aussi, c'est-à-dire en respectant qui il est. Donc, tu as soulevé tout à l'heure que l'interdiction, finalement, elle est improductive pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça heurte l'adolescent, mais aussi parce que de toute façon, il va trouver un contournement. Il est intelligent, en fait. Il va trouver. Exactement. Il y a d'autres solutions, il y a des alternatives. Et déjà, moi, ça me fait penser à une question qui est le mot contrôle parental. Est-ce que toi, par exemple, tu as une idée là, comme ça par quoi on pourrait remplacer, par exemple, ce terme-là? Ouais, Ah, c'est compliqué. J'avoue que j'ai pas eu d'idée. J'ai pas réussi à trouver un terme. Alors, je sais qu'il y a une personne qui travaille sur ce sujet-là et lui veut l'appeler parapluie numérique parce que c'est pour se protéger et ça protège tous les écrans. Donc, il appelait ça parapluie numérique. Je comprends, mais je sais pas si ça va parler aux parents. Donc non, j'ai pas trouvé de mots, à part me dire que contrôle, c'est pas du tout le bon terme, même si je vois à l'époque où ça a été inventé, pourquoi ça a été appelé comme ça éventuellement. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout sur un bon terme et au contraire, ça crée des tensions dans les familles. Les parents veulent mettre du contrôle parental, l'enfant. J'ai un ado qui m'a dit ça sur Instagram, sur un de mes posts, il m'a dit mais aucun enfant ne veut du contrôle en fait, ne veut être contrôlé, quelque chose comme ça. Mais je sais, je suis d'accord. Et c'est pas le but. Pour moi, c'est pas le but. Ça dépend comment on utilise le contrôle parental. Mais pour moi, c'est vraiment pas le but de contrôler. En tout cas, il y a l'idée vraiment de protection Tout à fait. qui revient. En fait, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc important aussi, c'est le dialogue. Moi, j'imagine que déjà, pour trouver ce nom-là, il va falloir mettre un dialogue entre les plusieurs parties qui sont là aussi, Exactement. j'imagine. Parce que sinon, eux, ils vont subir encore et ils vont se rebeller. Et du coup, Exactement. confrontation. Et Exactement. tu parlais de dialogue, c'est-à-dire, voilà, finalement, l'interdiction, elle est pas si positive que ça, c'est pas vraiment une bonne chose. Mais de mettre des dialogues et de demander à l'adolescent ce qu'il veut, de faire de ça. Je voulais savoir par rapport à ça, Oui. à quelle résistance tu fais face quand tu parles de ça? Quand on demande à l'ado de participer à la création d'un cadre, tu veux dire? Ou aux Heu, parents? aux 2 finalement, parce que quand on parle là, il y a différentes parties avec différents enjeux, hein. Et là, il y a eux, ils ont un positionnement déjà de base. Ils ont leur propre positionnement, ils ont aussi parfois leurs certitudes, chacun Bien sûr. et chacun ont leur façon de faire et donc là, l'idée, d'ouvrir un dialogue, c'est-à-dire de faire circuler les idées de manière différente à ce qu'ils font, où là toi tu dis: «Beh, voilà, il faut mettre ça». Je voulais savoir comment ces parties-là finalement ils réagissent à ça, à cette, Ils arrivent à se mettre d'accord surtout, j'espère. En fait, ça dépend de là où on en est avec l'ado. Soit l'ado, il n'a pas encore été équipé, et moi je conseille fortement aux parents de poser le cadre avant de donner un smartphone à l'ado, parce qu'une fois que les bases sont bonnes, ça évite aux mauvaises habitudes de s'installer et tu t'évites beaucoup de problèmes. Donc, et ce que j'ai constaté chez les parents qui mettent un cadre avant de donner le smartphone, c'est que régulièrement, l'ado est plus strict qu'eux sur les conditions de l'usage. D'accord. C'est assez drôle.
une maman qui m'avait raconté que sa fille, elle lui avait dit: «À ton avis, quel temps, penses-tu raisonnable, d'écran par jour?» Et la petite, elle avait 12 ans, je crois, et elle avait dit, 2 heures par jour. Et puis toute seule, elle avait réfléchi et elle s'était dit: «Attends, 2 heures par jour, ça fait 14 heures par semaine. Non, je vais pas passer 14 heures par semaine sur les écrans», et d'elle-même, elle avait réduit à 1 heure. Bon, c'est pas Ah. me demande pas pourquoi elle passait la semaine, je sais pas, pour elle, c'était plus facile de et du coup, d'elle-même, elle a réduit à 1 heure. J'ai une autre maman qui a donné un smartphone à son enfant de 13 ans, là, à Noël dernier, et elle m'a dit: «J'ai été hyper surprise, il a été plus strict que moi sur le temps d'écran». Donc c'est assez marrant de voir que parfois on a des a priori sur, nos enfants et les écrans, mais en fait, si tu ouvres le dialogue au lieu d'imposer, bah, tu te rends compte que finalement, on est plus ou moins sur la même longueur d'onde. Mmh. Les choses sont très différentes quand l'ado, ça fait déjà 3 ans qu'il est sur son téléphone, qu'il fait un peu ce qu'il veut et que le parent veut mettre un cadre. Mmh. Là, bizarrement, effectivement, les résistances sont plus fortes. Mmh. Et dans ce cas, ce que je conseille de faire aux parents, alors c'est déjà de ne pas présenter le: «On va poser un cadre, on va te limiter», parce que clairement l'enfant va te dire non, hein. Et là, va chercher directement le contournement au lieu d'essayer de réfléchir à la raison pour laquelle, un cadre, c'est intéressant pour lui. Donc il faut bien expliquer le concept. Et ensuite, l'idée, c'est de se poser ensemble et d'avoir un moment d'échange sur, bah, qu'est-ce qu'il fait sur ses écrans. Typiquement, quel temps pense-t-il raisonnable par jour sur les écrans? Qu'est-ce qu'il pense raisonnable aussi comme conséquence s'il ne respecte pas les règles? Parce que s'il ne participe pas aux conséquences, ça va être beaucoup plus difficile de les faire appliquer. Alors que s'il comprend pourquoi il y a des conséquences quand on ne respecte pas des règles et, qui participe à leur établissement, bah, ce sera plus facile derrière de les mettre en place. Donc plein de questions. Et alors le plus difficile pour le parent quand de ce moment-là, c'est que je leur demande de ne pas intervenir. Mmh. Il faut laisser l'enfant parler. Tu entends des trucs qui te hérissent les cheveux sur la tête, tu dis rien. C'est son moment d'expression. D'accord? Et après, tu t'exprimes toi sur qu'est-ce que tu penses qu'il est plus raisonnable, qu'est-ce que tu penses pour toi, qu'est-ce qui est bien. Et ensuite, avec ces 2 confrontations, vous allez négocier, enfin, ils vont négocier pour trouver un terrain d'entente. Mais il faut laisser la parole à l'ado, sans juger, sans critiquer, qui s'exprime librement pour qu'on puisse derrière mettre en place quelque chose qui convient aux 2. Parce que si ça ne convient pas aux 2, on retourne dans cette problématique d'interdiction qui fait qu'en fait, ça ne sert à rien. Et ça, j'imagine que, enfin, pour certains parents, ça doit être aussi un moment d'apprentissage aussi, de se saisir de ça, de dire: «Eh bien, finalement, mon enfant, il a le droit à un espace d'expression où il va dire des choses qui vont me heurter» et j'imagine ça peut prendre du temps aussi. Ouais, tout à fait. En fait, ce qu'il faut que les parents comprennent, parce que c'est pas évident, d'autant plus quand tu as des enfants qui sont à différents niveaux d'âge, c'est que tu ne peux plus traiter ton enfant comme un enfant à partir du moment où il rentre dans l'adolescence. C'est-à-dire quand ils sont petits, tu peux leur imposer, on va maintenant, on sort maintenant, tu fais pas ça, tu fais ça, tu regardes telle émission, tu regardes pas la enfin, tu vois, tout ça, tu peux leur imposer. Mmh. Mais en fait, à l'adolescence, l'imposition marche plus parce qu'on a ce côté justement, bah, autonomie, recherche d'indépendance et cetera. Et donc là, contournement, si on essaie de le faire. Donc ça demande aux parents de changer de posture. Et la posture qu'il avait pendant 10 ou 12 ans, bah, en fait, elle marche plus, il faut changer. Et ça, c'est super dur. C'est super dur parce que là, ça te demande de dire de changer complètement ta façon de faire, et pour peu que tu aies un enfant de cet âge-là et plus petit, bah, sur le petit, tu peux encore rester sur, une parentalité plus, directive, mais sur le plus grand, un peu moins. Et donc oui, ce changement de posture, il est compliqué pour les parents, ce que je comprends, hein, Mmh. mais c'est là où l'accompagnement peut être intéressant. D'accord. Donc il faut que, enfin, quelque part, ça demande à ce que le parent prenne conscience que son enfant, il a grandi et que leur interaction, de cela doivent évoluer finalement quelque part. Exactement, ouais, et c'est hyper dur parce qu'on voit toujours nos enfants quand on est petits déjà. C'est ça? On a pas forcément envie de les voir grandir, et puis, et ça se voit, c'est pas du jour au lendemain où bam, ça y est, Mmh. c'est ton enfant, il change complètement de comportement. C'est subtil, c'est léger, ça vient petit à petit, et donc c'est, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, et puis son enfant, il va changer encore parce qu'il y a le début de l'adolescence, c'est rentrer dans la puberté, et puis il y a vers 4, 15, 16 ans où ça rechange, et puis à 18, 19 ans, ça rechange. Enfin, évidemment, l'enfant évolue et donc nous, on est censés évoluer avec. Mmh. Et donc pour revenir tout à l'heure à ce que tu as dit, donc finalement il y a 2 grandes, situations que tu distingues. L'un où, une situation où en fait le cadre
a précédé l'exposition au numérique, l'exposition aux écrans. Et donc ici, tu as observé que l'enfant, finalement, il intégrait des contraintes et même qu'il en ajoutait. C'est-à-dire, lui-même, enfin, il se disait, bah, non, je ne vais pas passer tant de temps, je vais me réguler. En fait, il y a quelque chose, il y a une, j'allais dire, une auto-régulation peut-être qui se produit de la part d'un enfant qui peut étonner quelque part. Et oui. Oui, j'allais dire, elle est en fait, finalement, elle est logique, enfin, elle est logique. Elle est plus logique qu'elle se passe maintenant qu'après, puisque l'enfant n'a pas encore été confronté à tous Mm. ces mécanismes d'attention dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça dérive et que ça part en cacahuète. C'est ça, tant qu'il n'a pas été confronté à ça, donc tant qu'il n'a pas eu le smartphone, il ne se rend pas forcément compte qu'il va vouloir plus au moment où il va y être confronté. Donc, pour moi, vraiment, c'est le meilleur moment pour poser un cadre, c'est avant. D'accord. Là où l'enfant finalement il a eu une initiation quelque part, voilà, il n'est pas tombé bam dans les écrans, Exactement. il a eu une initiation, voilà, on lui a posé le cadre et lui, il a rajouté ce qu'il a eu envie, c'est-à-dire il a exprimé aussi d'autres choses et parce qu'il a entendu des choses qu'on lui a dites et avant de voir, la j'allais dire, les règles, le voilà, l'empire du numérique avant d'être, voilà, sous l'empire, sous la tyrannie peut-être même. Peut-être que le mot est fort, mais je pense que ça peut correspondre aussi. Ouais, ouais. Donc l Ouais, c'est pas complètement faux, ouais. donc il y a cette situation et puis il y a l'autre situation où, eh bien, le cadre, il se fait après, c'est-à-dire, c'est un enfant qui a été exposé sans être initié, sans avoir de cadre et qui, j'allais dire, je sais pas si c'est juste de le dire finalement, mais qui devient un peu un produit aussi quelque part, en partie. C'est-à-dire il perd, cette qualité de sujet, là où il devient un peu le produit, de ce qu'il consomme finalement. Et donc dans cette situation-là, c'est un peu plus difficile. C'est plus difficile parce qu'il y a des voilà, il y a eu des conséquences, des résistances, mais c'est possible. Oui, ah oui, 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 c'est bien de le préciser. Oui, c'est possible. C'est plus facile chez certains parents que pour d'autres. Et là aussi, tu vois, j'ai eu quelques parents qui ont eu des bonnes surprises. Mmh. Allaient se dire: «Ah là là, mais mon enfant, il va me dire, si je lui demande le temps d'écran raisonnable, il va me dire 12 heures par jour, il va vouloir faire que du», je sais, ça dépend l'application préférée de l'enfant. Et en fait, non, le parent s'est rendu compte que, oui, il y avait une certaine autorégulation, en tout cas conscience, parce qu'autorégulation, le mot est fort, mais il n'est pas complètement irréaliste sur certains profils. Donc oui, c'est étonnamment, il y a des parents qui ont eu peur de mettre ce cadre-là parce que justement toutes les résistances dont tu as parlé. Et ils ont été agréablement surpris que ça a été bien pris par l'enfant, que les conséquences quand l'enfant débordait ou abusait, eh ben, il les respectait, enfin, voilà, il rechignait pas. Et donc dans ce cas-là, ça se passe. Alors, il y a toujours un moment où l'enfant va aller chercher, parce que le parent avant avait craqué. Si on en est là, souvent, c'est que, évidemment, le parent, il a essayé de poser des règles, mais il a essayé de poser des règles comme quand l'enfant, il avait 5 ans. Du coup, ça n'a pas du tout marché, donc ça a eu débordé, c'est là où il y a eu des conflits, des tensions. Et donc, à un moment, il se dit, bon, on va remettre un cadre un peu plus, comme je te disais là, un peu dans cette démarche-là. Et j'ai perdu mon idée. Bref. Et parce que cette démarche-là permet justement un dialogue, finalement, les choses se remettent en place. Mais l'enfant, de toute façon, reste un ado. S'il a déjà essayé de tricher avant, il restera peut-être après pour voir si tu tiens le cadre. Et j'avais un coaching tout à l'heure avec des mamans, et ce qu'elles me disaient, c'est qu'elles, leur plus grosse difficulté, c'était pas de poser le cadre et de faire que l'enfant l'accepte, c'était de le tenir dans le temps. Mmh. Parce que toi, en tant que parent, c'est toi qui dois être garant du cadre. Si tu laisses couler, c'est foutu. Ton ado, il saute dans la vague et revenir en arrière, encore une fois, ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est là où, quand on parlait de posture du parent, il y a une vraie posture à changer et à tenir. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Ouais. Déjà de prendre conscience déjà et ensuite de tenir ça dans le cadre. Oui, Ouais. enfin dans le cadre, dans le temps pardon, de tenir Bah, ça. dans les deux. Ah c'est oui, aussi. De tenir ça dans le temps. Ah oui, j'imagine. En fait, finalement, le parent est grandi aussi avec,
avec l'enfant, l'enfant, il met en situation de découvrir des problématiques qu'il imaginait pas. Complètement. Surtout à l'adolescence, ils ont de l'imagination, hein. Ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. Oui, il paraît que c'est pas facile à cet âge, à l'adolescence là où Oui, oh, bah, c'est je pense que les parents et ça, c'est ce qu'on me disait aussi tout à l'heure dans le coaching, c'est que, les souvent certains parents, pas généraliser, mais, veulent contrôler justement. En fait, c'est là où il faut lâcher prise et faire confiance. Et tu vois, ce lâcher prise-là, surtout dans nos sociétés aujourd'hui, on aime bien contrôler, tu vois, la performance, la productivité, je contrôle combien de temps je dors, combien de temps je mange, et ben, c'est hyper difficile pour certains parents. bah, il y a il y a et en fait, je me dis que je comprends encore d'autant plus cette difficulté parce que il y a ce lâcher prise là et ce lâcher prise aussi sur d'anciens schémas qu'il avait avant de faire et de maintenant finalement de développer, des compétences aussi parce que ça demande des compétences d'aller, heu, ouvrir un espace de dialogue particulier avec un adolescent qui Ouais. était un bébé avant, qui était, un tout petit et qui aujourd'hui n'est pas pareil et oui, on risque d'entendre des choses voilà, qui surprennent et donc ça te demande déjà des compétences pour ça, pour ouvrir le dialogue, mais aussi pour, heu, alors j'ai pas idée, hein, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses aussi pour permettre de tenir le cadre et de comment, voilà, de comment ces parents-là s'adressent finalement, à à cet adolescent-là. Dans quel sens? C'est-à-dire, je me disais, s s dans cette parentalité numérique, donc c'est déjà, j'imagine, il y a le lâcher prise quelque part sur, voilà, je peux pas voilà, il est plus un bébé, je vais pas contrôler, mais en même temps, eh bien, il y a le fait de mettre le cadre, mais le fait aussi, de continuer à avoir, un certain comportement, une façon aussi qui est peut-être pas intuitive, une façon de parler aussi avec, cet enfant. Du coup, ça demande, alors que le parent, il est adulte, lui-même d'entrer dans un processus d'apprentissage qui est en fait soumis aux contraintes. C'est-à-dire les contraintes, il y a aussi, l'attention aussi, ça demande l'attention. L'adulte qui a le travail à faire, le ménage ou je sais pas quelle autre problématique, il a aussi et lui aussi peut-être qu'il scrolle C'est sûr, parce que c'est pas une problématique réservée, c'est sûr. aux jeunes et donc je me dis, en fait l'apprentissage là-dedans, il est pour tout le monde finalement quelque part. Ouais, il est pas facile parce qu'on n'apprend pas ça typiquement. Je suis part d'apprentissage, mais effectivement, on nous apprend pas ça et comment tu réagis, tu vois? Même pour aller plus loin que les écrans. Moi, ce que je vois dans la relation que les gens, enfin, que les parents ont avec leurs enfants sur les écrans, c'est vraiment le smartphone qui va cristalliser un peu l'état de la relation. Si la relation, elle est bonne, il y aura quand même des petits conflits, des petites tensions, mais tu pourras en discuter avec ton enfant. Si ta relation avec ton enfant, elle est pas bonne, les conflits que tu vas avoir, enfin, le smartphone va amplifier et faire exploser les conflits, au sein de la famille. Donc il y a déjà aussi comment tu t'entends avec ton enfant avant qu'il devienne ado et quelle relation tu as avec lui. Et parfois, il y a des parents qui donnent un smartphone justement parce qu'ils pensent que ça va apaiser les choses. Mais pour moi, les écrans, vraiment, ça cristallise l'état de la relation. Donc si elle n'était pas bonne avant, ça va juste empirer les choses. Je crois que je réponds pas du tout à ta question. Non, moi ça me va et là j'ai une question. En tout cas, j'ai une question qui me vient, que Vas-y. l'échange vraiment il est stimulant et en parlant de stimulation, je me demande, mais qu'est-ce qui a suscité chez toi l'envie de faire ce métier-là? Oui, alors en fait, moi, je viens du digital. Pendant 10 ans, j'ai été, directrice e-commerce, marketing digital, de différentes entreprises. Et il y a 10 ans pile, en 2016, j'ai monté une entreprise de conseil en e-commerce et j'ai aussi fait de la formation professionnelle dans le digital. Et donc je me suis retrouvée à former des pros qui voulaient, apprendre comment utiliser les réseaux sociaux, la newsletter, être référencés sur internet et cetera.
Et dans une formation comme ça, j'expliquais comment ça marche justement, voilà, les algorithmes, les mécanismes, tout ça. Je voyais que les parents, ils étaient enfin les parents, les personnes qui étaient là, donc des pros, étaient effarés parce qu'eux-mêmes étaient parents, avaient des enfants qui allaient sur ces plateformes-là et ils disaient: «Non mais attends, moi je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Non mais attends, il faut que mon enfant il sache parce que attends, mais moi je savais pas, mais il faut qu'il le sache, c'est hyper important parce que ça conditionne plein de choses en fait, ça conditionne des comportements, des façons de penser». Enfin et donc du coup, ils nous disaient: «Ah là, il faut que je prévienne mes enfants» et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai décalage entre ce que vivent les enfants et leurs usages du numérique et ce que les parents pensent qu'ils vivent parce qu'ils connaissent pas en fait, ils savent pas. Et donc j'ai décidé, à partir de là, de mettre mes connaissances et compétences dans tout ce que j'ai appris sur le digital, adapté aux parents pour leur expliquer, ben, les dessous du web, les dessous des algorithmes, tout ce qu'on ne nous montre pas, mais qui est là et qui influence notre pensée, nos comportements, ce qu'on dit, ce qu'on pense, enfin, même comment on formule les choses à travers du coup, mon programme et mes comptes réseaux sociaux. Mmh. Et donc c'est j'allais dire depuis le point où maintenant tu te situes, depuis ton positionnement, ça permet finalement d'agir à la fois, bah, là où tu étais un peu sur les adultes, à la fois les adultes, mais et les enfants finalement quelque part. Ouais, alors moi, je m'adresse particulièrement aux adultes parce que les enfants, enfin, dans l'éducation au numérique, en fait, c'est pas le cas partout, mais ça se fait de plus en plus. Il y a pas mal de collèges, même voire parfois de fin de primaire, qui demandent à des associations de venir pour faire des journées d'éducation au numérique des ados pour leur expliquer justement tout ça. Donc les ados sont pas trop mal informés des choses et c'est pour ça parfois que c'est eux qui sont plus exigeants parce qu'ils sont relativement bien informés. Par contre, les parents, c'est le trou, il y a c'est le trou dans la raquette. C'est-à-dire que les parents, vraiment, ils sont largués. Tu vois, par exemple, il y a une application, l'application Snapchat, qui est plébiscitée par tous les gamins à partir de 12-13 ans, ils la veulent tous. Et les parents, Snapchat, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Instagram, ils connaissent, ils sont dessus. Facebook, ils connaissent, ils sont dessus, les enfants n'y sont pas. Mais Snapchat, c'est vraiment l'inconnu total. Ils ont entendu plein de choses, ils savent pas trop, ça a l'air très négatif tout ça. Et donc il y a un gros braquage sur Snapchat, alors que Snapchat, une fois que tu as commencé à l'utiliser, tu vois où est l'intérêt, tu vois où sont les dangers. Tu peux expliquer à ton ado derrière, bah voilà, tu as le droit d'utiliser, mais ça tu peux pas, telle fonctionnalité je bloque, ça c'est pour ton bien, et cetera. Et donc il y a un gros décalage entre ce que savent les enfants du numérique et ce que savent les parents, parce que les enfants, on les éduque, mais pas les parents. Et c'est là où je voulais combler le gap. Mmh. D'accord. OK. Ouais, donc finalement, ouais, les enfants, ils sont plus finalement, ils sont un Informés, peu ouais. plus informés Mmh. que les adultes. Finalement, les personnes les j'allais dire les personnes les plus perdues, désorientées peut-être, enfin, c'est Oui, sauf que c'est eux qui décident, donc c'est un heu, problème pour les ados. ah oui. Les parents qui décident, mais c'est eux qui savent le moins, donc du coup, comme souvent ils ont peur, ben, l'idée c'est enfin, ils interdisent quand ils ont peur, on se retrouve sur des rapports de force, conflictuels, quoi, Ouais. Ah tu et vois? ça doit faire un choc des idées, j'ai envie de dire. Ouais, ça m'embête, tu vois? Parce que moi, mon objectif serait que les écrans restent un sujet de conversation, mais pas un sujet de dispute dans les familles. Mmh. Tu vois? J'aimerais bien que les écrans, c'est là au même titre que les jeux de société, au même titre que d'autres, objets de divertissement ou de communication. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas et c'est très dommage parce qu'il y a plein de trucs bien sur les écrans, sur les smartphones, même sur les réseaux sociaux, il y a plein de trucs bien, mais pas que et donc je comprends la volonté des parents de vouloir protéger, mais on est sur des adolescents, donc il faut le faire différemment. Donc en fait, tu as vraiment 2 aspects dans la parentalité numérique. Tu as connaître comment fonctionne le numérique et connaître comment fonctionnent les ados pour que tout ce que tu apprends, tu puisses le transmettre et que lui l'intègre et le rejette pas. Parce que c'est un ado et donc du coup déjà les parents, on rejette un petit peu, tu vois? Ouais, du coup, ça fait penser encore, enfin, je reviens à cette ça Oui, demande vraiment de développer des oui, compétences multiples, c'est-à-dire le oui, fonctionnement de l'adolescent et même, j'ai envie de dire, de l'humain aussi, oui, de bien l'humain tout sûr, court. Parce que, bah, en fait, il va se rendre compte que ce qui concerne l'adolescent, d'une certaine façon, le concerne aussi, quelque exactement, part. Même s'il y bien a des sûr. particularités pour l'adolescent où, le cerveau n'a pas encore, eu son plein développement.
Je crois que c'est Tout à à fait. je crois que c'est à 25 ans. 25 ans ou quelque Mmh, chose comme ça, je sais enfin, tout à fait. En moyenne, donc en ça veut moyenne dire pour c'est ça, certains, c'est c'est plus pas tard. et bah, oui, déjà il y a cette atta et puis le fait, bah, eux-mêmes, bah, de s'exposer au savoir numérique, au Ouais, pour pouvoir le transmettre, tout à fait. Et c'est marrant parce que les parents, reprochent beaucoup aux ados sur les smartphones du type, «Tu es accro», tout ça, alors qu'eux-mêmes ont ce problème. mmh. Je crois que j'avais vu une stat, alors je l'ai plus en tête et je sais plus quelle était la source, que c'est les adultes qui passent le plus de temps sur les écrans, sur les téléphones, sur les réseaux et cetera. C'est pas les enfants, c'est pas les ados. Donc le problème aussi renvoie à un effet miroir qu'on n'a pas forcément envie de voir, quoi. Mmh. Sacré paradoxe alors. Très compliqué, très compliqué, très compliqué et puis à ça tu rajoutes les personnalités, enfin bon, tout ça, voilà, ça rajoute des couches qui complexifient les choses. Mais moi j'aime bien rester simple, donc j'essaie de simplifier au maximum pour que ça marche pour tout le monde, tu vois? C'est pas ce que je propose en tout cas. Et oui et donc toi, tu bien enfin, tu nous as bien fait part là, en tout cas, que toi, tu aimes pas l'idée qu'il y ait des conflits, bah, par rapport à ça et que, protéger, oui, mais il y a aussi d'autres choses, dialoguer et là, nous touchons donc bientôt à la fin de ce live sur, quelles idées tu as envie, soit de surligner, qu'est-ce que tu as envie de dire là pour terminer ce live? Eh bien, vraiment que l'interdiction, pure et dure, est celle et la technique et la méthode qu'on entend le plus aujourd'hui, surtout sur les ados et que les parents aient bien conscience que c'est contre-productif et que ça ne marche pas et que ça ne protège pas, bien au contraire, puisque, il y a pas enfin, ça a été démontré plein de fois que les ados contournent et donc oui, c'est plus dur de devoir, comme tu disais, bah, passer du temps avec son enfant, essayer de le connaître, essayer de le comprendre, dialoguer, essayer de trouver des compromis. Mais c'est beaucoup plus efficace à la fois à court terme pour qu'il arrive à comprendre comment s'autoréguler par rapport aux écrans et à long terme parce qu'un jour tu seras plus derrière lui, il va avoir 18-19 ans, il va partir de la maison et là, qu'est-ce qui va se passer si tu ne lui as pas appris à se protéger lui-même et à s'autoréguler lui-même? Donc non, c'est pas facile, mais la posture parentale, elle est indispensable à faire évoluer à ce moment-là. Très bien. Eh bien, merci pour, ce message. Est-ce que tu veux finir par un petit mot de la fin peut-être pour, s'il y avait peut-être un mot ou peut-être une image comme tu veux, qu'est-ce que tu aimerais, est-ce que tu aimerais mettre ici par rapport aux échanges qu'on a eus ensemble? Et ben, je mettrais c'est une image? Oui, Un par exemple, ou un un son comme emoji, comme tu veux. un grand soleil, parce que Ah! j'ai trouvé ça très agréable et hyper intéressant parce que j'ai pas l'occasion beaucoup de discuter de ce sujet, avec des personnes et donc ça permet aussi de se rendre compte, de structurer et de formaliser et ça fait du bien. Ah! Et ben, je suis ravie d'entendre et de voir ce soleil que tu as formé avec tes mains et bah, je suis aussi, bah, ravie vraiment, bah, de cet échange, de cette qui est notre première rencontre parce Tout qu'on à se fait. connaît pas et en tout cas la discussion est vraiment stimulante et ça montre vraiment que là-dedans, il y a vraiment un travail passionnant mais aussi exigeant, j'imagine aussi, sur bah, ces sujets-là, sur la parentalité numérique, finalement, qui est pas que un sujet, il y en a Ouais. beaucoup plus beaucoup plus derrière. Oui, on pourrait en parler longtemps. Et bien, le live maintenant touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé ce live et abonnez-vous pour plus de conversations profondes et utiles et je vous dis à très bientôt.